et bienvenue sur le quart d'heure de Barbara, un rendez-vous qui fait du bien sur le thème aujourd'hui de l'écriture et de l'édition. Si tu fais partie des personnes qui sont de plus en plus nombreuses à vouloir écrire leurs livres et à vouloir se faire éditer, eh bien tu es à la bonne adresse. Reste avec moi, je vais te donner des tas d'astuces puisées dans mon expérience d'auteur pour que tu puisses à ton tour écrire ton livre et te faire éditer. C'est parti! Alors tout d'abord, qui je suis? Je suis Barbara Rebel, coach happiness, mais aussi auteure, blogueuse et conférencière. J'ai publié plusieurs livres en auto-édition qui s'intitulent Les 52 nuances de vie. Alors j'ai fait la saison 1, puis la saison 2, la saison 3 et la saison 4. Et j'ai également eu la chance d'être éditée par un éditeur national, les éditions Hugo New Life, qui m'a permis d'écrire ce guide d'auto-coaching, The Happiness Factory. Et bien sûr, tout récemment, je viens de lancer un guide pour les étudiants sur la vie étudiante qui a été écrit par mes 15 élèves de deuxième année de bachelor de l'École supérieure de commerce de Saint-Louis, qui a été véritablement conçu, réalisé par eux de A à Z, donc un guide écrit par des étudiants et des étudiantes, pour des étudiants et des étudiantes. Et c'est ce livre qui a été réalisé en à peine plus de 4 mois qui m'a vraiment donné envie de te parler du travail d'écrivain. J'ai trouvé que l'occasion était bonne pour t'en parler un petit peu plus. Alors, l'écriture et la publication d'un livre s'articulent autour de 7 étapes que je vais détailler un peu avec toi au cours de cette vidéo. Première étape, ce que j'appelle le cadre du livre, c'est-à-dire le sujet, le style et la cible. Avant de te lancer, bien évidemment, tu dois avoir une idée claire de ce que tu veux raconter. Dans quel genre s'inscrit ton récit? Quel est son style? Est-ce que tu veux écrire un roman? Et si tu veux écrire un roman, est-ce que ça va être de la science-fiction? Est-ce que ça va être un polar? Est-ce que ça va être un thriller? Est-ce que ça va être un roman sentimental? Est-ce que ça va être plutôt une biographie? Tu vas raconter l'histoire de ta grand-mère, pourquoi pas? Ou est-ce que ça va être une autobiographie? Tu vas parler de toi et de ton histoire et de ton passé si tu as des choses importantes à raconter. Mais tu peux aussi choisir d'écrire ce qu'on appelle un essai. Par exemple, tu vas choisir un thème sur les mœurs des hamsters ou alors sur la vie dans la Station spatiale internationale. Tu peux aussi choisir des nouvelles. Tu peux aussi choisir d'écrire un guide pratique. C'est en tout cas le choix que nous avons fait avec mes étudiants. On est parti sur un guide pratique. Autre question à te poser, est-ce que ton histoire, c'est une histoire contemporaine? Est-ce qu'elle se passe plutôt dans le passé? Est-ce que le ton est humoristique? Est-ce que c'est plutôt un ton académique? Est-ce qu'il faut prévoir des illustrations? Est-ce qu'il faut prévoir des références? Tu vois, tu as toutes ces options à explorer et je pense que ça vaut la peine de prendre un peu de temps au début. En tout cas, avec mes étudiants, on a travaillé beaucoup là-dessus, en intelligence collective, en groupe, avec des outils collaboratifs, puisqu'on était en visioconférence, pour vraiment prendre le temps d'explorer toutes les options qui s'offraient à nous et ce qu'on veut vraiment faire. Et je t'invite vraiment à faire la même chose parce que quand on est devant une page blanche ou quand on a des idées dans la tête, des idées d'écriture, très souvent on en a plusieurs, ça se bouscule dans la tête et on a envie de tout faire. Et effectivement, je pense que ça vaut la peine de prendre un peu de temps pour explorer toutes les options et pour en choisir une. Et puis enfin, moi je t'invite, dès la phase de conception de ton livre, à te demander à qui il va s'adresser. Alors si tu es familiarisé avec le marketing, tu connais peut-être la notion de persona qui est en quelque sorte ton client idéal ou ta cliente idéale. Savoir à qui tu t'adresses, ça va beaucoup t'aider dans ton travail d'écriture, mais ça va surtout beaucoup t'aider après quand tu vas rechercher, si tu vas rechercher des maisons d'édition à qui proposer ton manuscrit. Dans notre cas, c'était assez facile. Les 15 étudiants concernés voulaient absolument parler d'anecdotes, parler de choses qui les touchaient, sur un ton de proximité, sur un ton complice. Donc très rapidement, on est allé vers un guide pratique destiné à d'autres étudiants. Et si ça t'intéresse, le magazine Lire vient de publier un hors-série qui s'appelle Écrire et se faire éditer. Et je te mettrai le lien vers cette hors-série en fin de vidéo. Alors deuxième point qu'il ne faut absolument pas négliger, ce sont les recherches documentaires. Bien entendu, plus ton sujet est pointu, plus ton sujet fait appel à des références historiques ou contemporaines, plus il faudra faire de recherches. Mais d'une manière générale, quand bien même tu t'appuierais sur ta vie et sur tes anecdotes, je t'invite à faire des recherches sur Internet, sur des blogs et dans des bons vieux livres aussi, en bibliothèque ou en CDI ou ailleurs, ainsi que pourquoi pas dans des magazines, pour lire un petit peu ce qui se fait autour de ton sujet. L'intérêt
de faire ça, c'est de voir sous quel angle l'information est traitée actuellement. Ça va te permettre de trouver d'abord du grain à moudre pour toi, ça va te permettre de développer ton sujet de manière un peu plus pointue, un peu plus précise, et puis ça va aussi te permettre de trouver quelque chose, un aspect original à apporter à ta narration, à ton récit ou à ton guide. Et puis, il n'y a vraiment rien de plus bête que d'écrire sur un sujet qui a déjà été traité en long, en large et en travers par tellement d'auteurs. Ça permet aussi de se souvenir qu'on n'écrit pas seulement pour se faire plaisir, on écrit aussi pour être publié et pour être lu. Quand on a commencé le travail sur le guide de l'étudiant, j'ai demandé à mes étudiants de faire des recherches documentaires en citant bien leurs sources et en élargissant le point de vue qu'ils pouvaient avoir, les idées qu'ils pouvaient avoir sur les différents domaines qu'ils traitaient, comme la motivation, l'alimentation, le sommeil, la vie étudiante en général. Alors, troisième point, la structure en chapitres. Pourquoi faire une structure? Eh bien, c'est un peu comme un scénariste de film. Un scénariste ne se lance pas bille en tête avec son idée, mais il va diviser son film en différents plans. Et nous, on va faire pareil. Quand tu vas écrire ton bouquin, tu vas le structurer, alors en chapitres, c'est généralement ce qu'on fait. L'idée, c'est de diviser ton livre en unités cohérentes qui vont faire évoluer l'action, ou la narration, ou l'énumération de ce que tu as à présenter. En fait, moi, je te conseille de faire un plan, comme à l'école, quand tu faisais des rédactions, tu faisais un plan avant de te lancer dans la rédaction proprement dite. Alors, structurer ton récit, ça t'apporte deux avantages. Le premier, c'est que ça va te permettre de mettre en place une progression dans le récit que tu vas raconter ou dans les faits que tu veux présenter. Et puis, ce plan va te permettre aussi de garder l'intérêt de la lectrice ou du lecteur, puisque le but quand même, c'est de maintenir, de tenir le lecteur en haleine, ou en tout cas de le garder jusqu'au bout de ce qu'on a envie de lui dire. À ce sujet, si tu veux écrire un roman, donc un récit, on va dire imaginaire, je te conseille vivement ce bouquin qui s'appelle Le Guide du scénariste de Christophe Faugler. Alors Christophe Faugler, c'est un scénariste américain qui a travaillé pour les grands studios et notamment Disney, qui a décortiqué les structures narratives des grands contes, des grandes légendes universelles. Donc Disney s'est largement inspiré des grands mythes fondateurs de l'humanité. Donc ce guide du scénariste de Christophe Faugler, c'est un petit peu la Bible du storytelling. À la fin de cette vidéo, je te mettrai le lien pour que tu puisses en savoir plus. Alors si je reprends l'histoire de notre guide, nos étudiants ont décidé de rythmer la journée en 6 parties, en 6 chapitres. Donc ils ont pris une journée type d'un étudiant et en utilisant le prétexte de la journée type, ils ont abordé les différents thèmes qu'on rencontre quand on est étudiant. Donc le matin, typiquement, c'était la morning routine, comment me lever, c'était comment organiser, donc la partie planification, organisation se trouve en début de journée, puis après on a la pause de midi où on va parler alimentation, on va parler équilibre, éventuellement divertissement, éventuellement application de smartphone. Ensuite l'après-midi, c'est comment garder sa motivation, comment faire quand les professeurs sont imbuvables. Bien sûr, la fin de la journée, ça va être les devoirs, comment continuer à garder sa motivation même quand on a une grosse journée de travail derrière soi puis qu'on doit encore faire des devoirs. Après, on va avoir la soirée, bien sûr les soirées étudiantes, etc. Donc, on a utilisé. Après, on va avoir la soirée, bien sûr les soirées étudiantes, etc. Donc, on a utilisé les différents blocs temporels d'une journée pour décrire la journée type d'un étudiant. Alors, quatrième étape, l'écriture. Alors là, maintenant, on va vraiment rentrer dans le travail d'écriture à proprement parler. Moi, je te conseille de faire un rétro-planning en partant de la date à laquelle tu voudrais que le livre soit édité, soit en ligne, par exemple. Et ça va te permettre de connaître le nombre de lignes que tu dois écrire tous les jours ou 5 fois par semaine, par exemple, ou 3 fois par semaine, afin d'avancer et d'arriver enfin à un premier jet. Et puis ensuite, bien sûr, tu vas te donner une tranche horaire dans ta journée pour écrire tous les jours ou presque le nombre de lignes qu'il te faut pendant, alors ça peut être 30 minutes, 1 heure, etc. Ça va éviter la procrastination. Parce que, sauf si un éditeur te commande un bouquin, ce qui est quand même très rare, en principe, tu n'as pas de date butoir pour la remise de ton manuscrit ou de ton tapuscrit comme on l'appelle, et puis ça c'est un petit peu dangereux, c'est à double tranchant puisque ça peut t'inciter à remettre au lendemain. Finalement t'as pas de date butoir donc tu remets au lendemain. Deuxième avantage, ça va rythmer ton travail d'écriture. Au lieu de te lancer bien en tête et puis peut-être de pédaler un petit peu parce que tu auras des jours où tu seras moins inspiré et du coup tu auras peut-être la tentation de tout laisser tomber, là tu vas t'astreindre à faire des petits pas, ce que j'appelle la méthode Kaizen. Tu vas faire des petites
travaux d'écriture qui vont être réalistes, qui vont être possibles et intégrables de ton emploi du temps, et tu vas voir que progressivement, petit à petit, tu avances dans ton travail d'écriture. Alors pour te donner un ordre d'idée, mais en sachant que c'est quand même très personnel, ça dépend de est-ce que tu écris facilement ou au contraire tout se bouscule dans ta tête, mais pour le coucher sur le papier, c'est pas évident. Donc moi je te donne juste un repère, t'en fais ce que tu veux. Moi j'aime bien écrire 2 pages par jour, alors je le fais pas tous les jours, il y a des jours de pause, mais 2 pages à 4, ça représente à peu près 1000 mots et c'est déjà bien. Donc par exemple, ce livre que j'ai auto-édité, il fait 130 pages et il fait environ 26 000 mots. Donc en gros, 26 000 mots, 1000 mots par jour, en 26 jours, tu l'as bouclé. Ça, c'est la théorie. C'est la théorie parce qu'en réalité, d'abord, tu ne vas pas écrire 26 jours d'affilée, ça c'est clair, il y aura des jours de pause, c'est inévitable, hein, dans un travail créatif, on ne peut pas être créatif 26 jours non-stop sur commande. Et puis, autre chose qu'il faut absolument que tu intègres dès le début, c'est qu'il y a beaucoup de choses que tu vas écrire, il y a des lignes entières de texte, des pages entières que tu vas supprimer à la relecture. Donc il faut toujours prévoir une marge. Généralement, on ne garde pas toute la production écrite. Mais on n'est pas Victor Hugo non plus. Hein. Et puis, quand je te parlais des 1000 mots par jour, je te parlais que du premier jet. Parce qu'évidemment, une fois que tu as écrit le premier jet de ton histoire, tu vas le relire, tu vas le corriger, tu vas le raccourcir, tu vas peut-être même avoir de nouvelles idées. Et donc, il faut aussi intégrer ça. Ensuite, tu vas passer au deuxième jet, tu vas faire une relecture. Bien sûr, une fois que ton livre est terminé, il faut impérativement le faire relire, si possible à des personnes proches, en leur demandant un avis honnête. Et l'idéal, c'est d'avoir des personnes qui ressemblent à ta cible. 5e point, et non des moindres, le titre et la couverture. Ce sont 2 points fondamentaux sur lesquels vont s'articuler toute ta communication, tout ton marketing du livre. Pour le titre, je te conseille vivement de faire des recherches sur Google, mais aussi sur Amazon. Regarde quel titre existe déjà dans le thème de ce que tu as écrit. Regarde aussi, pourquoi pas, quels sont les mots-clés vendeurs. Et ça peut t'aider à trancher, à prendre un avis si tu hésites entre 2 titres. Et puis ensuite, teste 1 titre, 2 titres, maximum 3 titres auprès de ton entourage pour voir ce qui prend, ce qui plaît et ce qui plaît moins. 2e point, à soigner absolument la couverture. Alors là, en fait, tu as 2 options. Soit tu es vraiment à l'aise, tu as de bonnes connaissances en infographie et tu fais toi-même la couverture. Alors soit tu sais te servir de Photoshop, soit tu te sers de Canva. Moi, c'est ce que je fais. Ça, c'est la première option. Et puis la deuxième, si tu veux vraiment un rendu irréprochable, à ce moment-là, adresse-toi à un ou à une professionnelle qui pourra te faire une couverture d'aspect tout à fait pro. Et tu peux trouver d'ailleurs des freelancers à tarif relativement abordable sur 5euros.com. Alors tu vois, pour notre guide, on ne savait pas trop quoi faire au départ. On voulait faire la couverture nous-mêmes et finalement, on l'a donné à faire à une étudiante en art graphique qui s'appelle Sarah et qui nous a fait cette magnifique couverture qui est d'un aspect beaucoup plus moderne et beaucoup plus professionnel que ce qu'on aurait fait nous-mêmes, donc on ne le regrette absolument pas. 6e étape, la mise en page. Alors c'est probablement l'étape la moins sexy. Voilà, il va falloir que tu définisses ta police de caractère, celle que tu veux utiliser pour ton texte, tes intertitres, tes chapitres, que tu définisses les illustrations. Nous, on a mis beaucoup d'illustrations dans ce livre, hein, des illustrations avec des ombres, on a mis des avatars, on a mis des illustrations pour les chapitres qui sont différentes avec une citation. Donc tout ça, il faut le définir. Puis tout rassembler, bien sûr. Intégrer aussi la table des matières qui est là. Ensuite, il y a la pagination. Comme tu pourras le constater, on a fait une pagination gauche-droite qui n'est pas identique. Il y a vraiment beaucoup de choses auxquelles il faut penser, les mentions légales, etc. Et puis après, il faut aussi rédiger la 4e de couverture qui résume le livre, qui donne envie de l'acheter, avec les auteurs et avec les mentions légales, qui est l'éditeur du livre, le code barre généré automatiquement par Amazon, etc. Et j'aimerais te dire un mot sur la préface. La préface d'un livre, c'est quelque chose de très important parce que c'est une espèce de parrainage. On peut l'utiliser pour faire intervenir quelqu'un qui va nous donner une crédibilité. Et c'est ce que nous, on a fait. On a fait intervenir une sénatrice. Il s'agit de Madame Catherine Belriti, sénatrice de Moselle et double championne du monde de karaté, qui a été enthousiasmée par notre projet et a accepté de nous écrire la préface. L'auto-édition, c'est le 7e et dernier point. Une fois que tout est prêt, il ne reste plus qu'à auto-éditer. On a choisi la plateforme Amazon parce qu'elle permet l'impression à la demande. Une fois que le fichier du livre est prêt et que la couverture est prête aussi, on télécharge les deux
Et Amazon met le livre papier ou numérique en ligne sur sa plateforme et puis il est imprimé à la demande, c'est-à-dire à chaque commande. Donc il n'y a pas de stock à constituer. La logistique, y compris bien sûr la livraison, est effectuée par Amazon. Autre avantage, la redevance est beaucoup plus importante. Avec une maison d'édition, un auteur gagne à peu près 10%. Avec Amazon, la redevance se situe entre 40 et 60% du prix hors taxe, déduction faite bien sûr des coûts d'impression. Bien entendu, je relativise tout de suite mes propos, c'est vrai que la marge est beaucoup plus importante. Par contre, le travail à réaliser du côté de l'auteur est aussi beaucoup plus chronophage. Il faut mettre en page, relire, s'occuper de la photocomposition et surtout, assurer sa propre promotion. Et ça, c'est un vrai travail. Et c'est un peu ce que j'ai fait ici, puisque je t'ai parlé de l'écriture d'un livre tout en faisant la promo de ce guide finalement. Si tu as des jeunes qui sont au lycée ou si tu en connais, eh bien, je t'invite à faire une bonne action et à acheter ce guide. Il fait 195 pages, il coûte 9,50 €, il est disponible sur Amazon et une partie des recettes seront reversées à une association étudiante. Tu trouveras bien sûr le lien en dessous de la vidéo. Je te remercie beaucoup et c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook ou à mon compte Insta. Bref, suis-moi sur les réseaux. Retrouve d'autres conseils de coaching et d'auto-coaching sur mon site thehappiness-factory.com et restons en contact. Je te dis à très vite. Bye bye.